Voilà, on y est. On va pouvoir commencer. Donc, bonjour à toutes et tous. Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent probablement et qui n'ont pas pu profiter de la merveilleuse performance spectacle, auquel on vient d'assister. Enfin, les mots me manquent au Maasai pour qualifier ce que c'est, une extase, une transe. Vraiment, je pense qu'il nous faudra du temps avant de comprendre ce qui nous a été dit avec ce kaléidoscope, ce chaos ordonné de sons, de gestes et de rythmes. Vraiment, il y a tellement de choses. Et puis, il y a une certaine vitalité, une joie aussi. Vraiment, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, je me sens complètement porté par ce qui vient de nous être donné. En tout cas, une chose est sûre, dans l'immédiat, ce que ça nous apporte, c'est une énergie pour continuer à discuter d'un thème qui, lui, est tout aussi énergivore, mais peut-être un peu moins réjouissant. Donc, fracture et résistance. Donc, maintenant, on va passer à la partie plus académique, plus scientifique. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter 3 interventions, puis on passera à une séquence de questions-réponses, où les intervenants vont pouvoir répondre aux questions que vous leur poserez. Et je précise aussi que cet événement est le premier volet d'un diptyque, dont le second aura lieu le 11 avril 2026, et il est pensé en complémentarité. On aura d'autres interventions sur d'autres disciplines, à partir de d'autres disciplines académiques, sur le même thème, donc à vos agendas pour le 11 avril, et bien sûr évidemment avec d'autres performances artistiques et spectacles tout aussi bons. Alors les 3 intervenants vont parler comme tout intervenant depuis un point de vue situé. Ça c'est trivial, mais depuis un point de vue d'expert scientifique, c'est-à-dire que généralement on dit que les gens proposent un propos. Bon, c'est un terme qui est très courant, un contenu, on dit aujourd'hui. Ici, c'est quelque chose de plus restreint et de plus précis à la fois. C'est l'idée de proposer des connaissances à partir d'un certain type de connaissances, en l'occurrence scientifiques, et de 3 disciplines très différentes, la science politique, la psychologie sociale et l'épidémiologie. D'une certaine façon, on peut dire qu'on va parler de des liens entre fracture et résistance à partir d'un aspect de ce qui se passe à l'extérieur de nos corps, pour la science politique à partir d'un aspect de ce qui se passe à l'intérieur de nos corps, pour la psychologie sociale et à partir d'un aspect de ce qui se passe dans l'interaction entre nos corps et l'environnement. Pour l'épidémiologie, une interaction pas très positive la plupart du temps, mais précisément c'est le but du thème. Donc il vous appartiendra après de vous approprier tout ce qui pourra en ressortir, ce qui vous donnera à penser et peut-être à agir aussi, puisqu'on parle quand même de résistance. Et même si Thomas était légèrement pessimiste, peut-être on ne sait jamais, peut-être qu'on pourra sortir de là plus optimiste sur la capacité de nos événements à pouvoir stimuler de l'action au-delà de la salle où nous sommes. Alors sans plus attendre, j'accueille la première intervenante, donc la professeure Ramona Coman, qui est donc professeure de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles et membre du CEVIPOL, donc le Centre d'études de la vie politique. Également professeur invité au Collège d'Europe à Bruges depuis 2023. Très brièvement, ces 2 grands domaines de recherche sont les évolutions récentes au niveau politique de l'Union européenne, en particulier ses aspects judiciaires, et également une étude à la fois théorique et empirique de ce qu'est le dissensus politique dans nos sociétés européennes actuelles. Je citerai comme publication, parmi les nombreuses publications qu'elle a faites, un ouvrage qu'elle a publié chez Palgrave et Macmillan en 2023, qui s'intitule The Politics of the Rule of Law in the EU Polity, donc la politique de l'état de droit dans les politiques européennes. Et cet ouvrage s'inscrit dans le cadre d'un grand projet multi-université, multi-partenaire qui s'appelle Red Spinel, qui a cours depuis 2022 et qui vise à analyser un petit peu, à décrire, à étudier les leviers, entre autres les leviers juridiques et politiques dont l'Union européenne pourrait disposer pour pouvoir affronter, surmonter les crises, la crise en particulier, la montée des pensées illibérales qui la traversent aujourd'hui. Mais sans plus attendre, je lui laisse la parole. Chère Ramona Coman, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour cette invitation et pour l'organisation de cette rencontre dont le format, le thème et l'approche interdisciplinaire me paraissent particulièrement stimulants. Les termes mêmes de cette session, fracture et résistance, invitent à une réflexion profonde sur l'état de nos sociétés et de nos systèmes politiques. L'usage de métaphores médicales en sciences politiques n'a rien d'anodin. Parler de fracture, c'est évoquer une rupture brutale, douloureuse, souvent liée à une pression excessive.
Mais c'est aussi penser à la résistance, à cette capacité de l'organisme à se défendre, à cicatriser, à se transformer, ou, comme nous l'avons entendu dans le spectacle, forced to rethink, to adapt and to improvise. J'ai noté les mots qui nous ont été communiqués. Donc, c'est à travers de ces deux termes que j'ai décidé de présenter et de partager avec vous mes travaux de recherche, fracture et résistance, et donc de vous parler de la contestation de la démocratie libérale en Europe. Lorsque j'ai commencé mon travail de recherche comme politologue à l'Université libre de Bruxelles, nous étions dans un moment d'optimisme historique. La chute des régimes communistes en Europe centrale et orientale avait nourri l'idée d'un triomphe de la démocratie libérale. Certains allaient jusqu'à annoncer la fin de l'histoire. La démocratie fondée sur l'état de droit, sur les droits fondamentaux, la séparation des pouvoirs, s'imposait alors comme un horizon universel. La vague de démocratisation semblait être irrésistible, portée par la conviction qu'élections libres, gouvernements représentatifs et institutions juridiquement contraintes allaient répondre aux attentes des citoyens. Mais cet élan a été de courte durée. L'enthousiasme des années 90 a progressivement laissé la place à des diagnostics plus sombres. Aujourd'hui, il est presque inévitable d'ouvrir un journal, d'ouvrir un livre de sciences politiques sans lire sur le déclin ou l'érosion de la démocratie. Plus que cela, nous vivons cette érosion de près ou de loin. Cet élan, et nous assistons aujourd'hui à une vague mondiale d'autocratisation. Pour la première fois depuis 20 ans, le nombre d'autocraties est plus grand que le nombre de démocraties. Nous avons aujourd'hui 91 autocraties ou régimes autocratiques et 88 démocraties. Et seules 29 de ces démocraties sont des démocraties libérales. Autrement dit, la démocratie libérale est devenue le type de régime le moins répandu dans le monde. À cela s'ajoute aussi le fait que 3 personnes sur 4 vivent désormais dans des autocraties, et cela représente 72% de la population mondiale. Pour continuer dans un registre médical, les fractures ont été multiples. La première grande fracture, c'était la crise financière qui a été suivie en Europe par la crise de la zone euro, et ensuite par la crise des valeurs, par la crise de l'état de droit, avec toutes les conséquences politiques, économiques et sociales que nous connaissons tous, conséquences qui ont nourri la défiance des citoyens dans les institutions de l'État, mais aussi dans les institutions de l'Union européenne. D'autres secousses ont suivi, la gestion de la migration, puis la pandémie dont mes collègues vont parler tout à l'heure, et les guerres les plus récentes, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais aussi la prise des otages israéliens par Hamas et le génocide à Gaza, qui ont profondément mis en cause les certitudes d'un ordre démocratique et libéral stable. Face à ces bouleversements, plusieurs phénomènes convergents sont apparus. Au sommet, tout d'abord, c'est ce que nous, politologues, nous appelons un libéralisme non démocratique, une manière de gérer les crises qui soulèvent des questions de légitimité quant à la nature des décisions qui sont prises. Un libéralisme non démocratique qui érode lui-même les institutions démocratiques, les normes et les valeurs, au sommet. Mais par le bas aussi, la montée en puissance des populismes et de ce qu'on appelle aujourd'hui l'illibéralisme, qui conteste la démocratie libérale comme ennemi, comme régime politique à démanteler, et aussi les normes et les valeurs qui sont associées à ce type de régime politique. Les causes de cette transformation font débat. Crise de la démocratie pour certains, parce que trop peu de démocratie dans démocratie libérale, crise du libéralisme pour d'autres parce que trop de libéralisme dans démocratie libérale. Pour certains, les causes sont avant tout de nature socio-économique. Les démocraties n'ont pas su fournir des biens socio-économiques suffisants,
un peu comme après la Deuxième Guerre mondiale. Et cette situation pousse les électeurs vers des dirigeants qui, une fois élus, zappent les institutions. Pour d'autres, il s'agit plutôt de facteurs identitaires, de facteurs culturels, qui relèvent d'un malaise plus profond à l'ère de la mondialisation et des mutations sociales. Mais au-delà de ces explications, le constat, en tout cas pour nous, et donc pour le projet de recherche que nous dirigeons, est clair. Ce ne sont plus seulement certaines politiques ou institutions qui sont contestées, c'est l'idée même de la démocratie libérale qui est en jeu. Quelles sont les fractures ou quels sont les piliers qui sont affectés par ce phénomène de contestation? Il y a d'une part toute la dimension de la démocratie libérale et ici, par ces piliers, bien évidemment, ce que je voudrais dire et ce qu'on entend souvent, c'est d'abord l'existence des élections qui doivent être libres, qui doivent être correctes, mais aussi la question de l'état de droit, les droits civils et les droits politiques, la protection des minorités, la société civile, le multiculturalisme, toutes ces dimensions, la contestation au sein de la société, tous ces piliers qui font que nous pouvons qualifier certains régimes de démocratie libérale. Ces piliers sont en train de s'éroder, ils s'effondrent. D'autre part, l'ordre libéral international. Ici aussi, des pays sont en train de contester un principe central qui est celui du multilatéralisme, mais aussi l'existence même des organisations internationales, pas seulement l'Union européenne, mais aussi l'Organisation mondiale de la santé et d'autres qui sont aussi affaiblis par des contestations externes venant de la part de certains régimes autocratiques. L'Union européenne n'échappe pas à ces dynamiques. Depuis 2010 aussi, nous avons observé un affaiblissement des composantes à la fois libérales et démocratiques de nos régimes politiques. Et ici aussi, selon les mêmes données de ce projet Varieties of Democracy, en 2025, on peut souligner seulement 14 États membres sont encore des démocraties libérales et 12 peuvent être qualifiés de démocratie électorale. C'est quoi une démocratie électorale? C'est un régime politique dans lequel des élections sont organisées, mais la liberté d'expression est insuffisante. Et un des régimes est qualifié à la fois par des organisations politiques, mais aussi par des travaux de recherche comme étant une autocratie électorale. C'est dans ce cadre que j'étudie ce qu'on appelle la crise de l'état de droit, qui est plus qu'une crise de l'état de droit, qui prend des formes variées dans les États membres. Nous avons souvent entendu parler ces dernières années de la Pologne et de la Hongrie, des régimes politiques et donc des cas dans lesquels les juges ont été virés, remplacés, la Constitution a été révisée, l'indépendance des juges limitée, le pouvoir des cours réduit, restreint. Ce sont des formes différentes que cette crise peut prendre. Ici, dans ces deux contextes que je viens d'évoquer, les transformations sont radicales, ont été abruptes, mais dans d'autres, on a souvent des situations où les juges sont attaqués par le pouvoir politique, où les décisions de justice ne sont pas respectées par les institutions de l'État, aussi des situations où les politiques migratoires sont trop restrictives et les droits des migrants ne sont pas respectés. Toute une série de situations qui nous montrent que l'état de droit est une question qui traverse et qui pose problème à la fois à l'Est et à l'Ouest de l'Europe, mais bien évidemment dans des proportions variables. Nos projets ont porté aussi sur la question quel est le rôle de l'Union européenne et comment l'Union européenne peut répondre à cette crise ou comment elle peut permettre d'éviter, en tout cas, que ces piliers centraux de la démocratie libérale soient démantelés. Et très souvent, ce qui a été mis en avant, c'est que l'action de l'Union européenne a été trop limitée, trop peu et trop tard. L'action de l'Union européenne n'a pas permis de prévenir ces situations ni de renforcer l'indépendance des juges ou encore l'indépendance des institutions judiciaires. Quelles sont les solutions? Parce qu'on parle de fractures, on parle aussi de remèdes. Bien évidemment, c'est un débat très large. Et une des questions qui nous préoccupe et que je voulais évoquer ce soir, c'est cette notion de démocratie militante.
C'est une notion qui n'est pas nouvelle. C'est une notion qui a émergé dans les années 30 pour lutter contre les ennemis internes de la démocratie. C'est une notion qui a été inscrite dans la constitution allemande après la guerre, permettant à l'Allemagne de restreindre, afin de préserver la démocratie, la liberté d'expression et d'association. Cette notion revient aujourd'hui dans ce contexte. Elle est encore débattue aujourd'hui pour savoir si c'est une des solutions ou une des pistes qui va permettre aux démocraties européennes de se défendre de ses ennemis de l'intérieur. Mais bien évidemment, nous ne sommes plus dans les années 30, nous avons une perspective historique à prendre en considération et tout cela nous permet de prendre en considération les effets positifs, les aspects positifs et les aspects négatifs de ce débat. D'une part, effectivement, cette démocratie militante permettrait de l'autoconservation, permettrait d'empêcher des acteurs antidémocratiques d'exploiter les libertés pour détruire la démocratie. C'est aussi une manière de prévenir au lieu de guérir. Mais en même temps, elle est très limitée et aussi très, très dangereuse parce que elle implique aussi un paradoxe démocratique. Cela implique aussi de restreindre les libertés au nom de leur protection et cela risque de porter atteinte justement aux principes démocratiques. Cette notion peut ouvrir aussi le risque à des abus. Qui peut définir quels sont les ennemis de la démocratie? Cela peut restreindre les libertés et alimenter aussi les tensions, la fragmentation, la polarisation au sein de ces sociétés. Il y a aussi donc une question d'imprécision et de subjectivité quant à savoir de quels sont ces acteurs qui devraient être restreints, dont la liberté de parole devrait être limitée. Donc il y a en tout cas parmi les politologues qui ont travaillé sur cette question les 30 dernières années, ce travail de réflexion, ce travail un peu plus critique et des doutes quant à l'efficacité d'une solution de ce type qui serait de restreindre la liberté d'expression. Et si nous regardons l'actualité, l'exemple de l'Allemagne et la question d'interdire le parti qui est Alternative für Deutschland, par exemple, reflète bien les aspects que je viens de souligner quant à la démocratie militante comme solution pour résoudre les problèmes actuels de la démocratie libérale. Un petit dernier mot avant de conclure. Nous avons parlé de résistance aussi dans ce projet et une des questions que je me suis posée récemment, c'est de savoir quelles sont les visions des juges, comment les juges, par exemple, au sein des démocraties européennes, perçoivent cette situation, quelles sont les réflexions et quelles sont les idées ou quelles sont les solutions qu'ils proposent. Ce n'est pas quelque chose qui est souvent étudié parce que les juges, leur rôle est de rester dans les cours, de prendre des décisions, mais nous avons voulu dans ce livre que je vous présente ici, The Census of a Liberal Democracy, Insights from European Judges, de comprendre comment les juges conçoivent leur rôle dans les sociétés européennes d'aujourd'hui. Et donc, ce qui ressort de ce livre, qui réunit des récits et des entretiens avec des juges de 18 États membres de l'Union européenne, c'est que les juges ne peuvent pas être à eux seuls ceux qui protègent la démocratie. C'est un phénomène beaucoup plus complexe et la légitimité est beaucoup plus importante. Et donc ici, on voit toute une série de manières de concevoir ce rôle et différentes formes de mobilisation et de résistance. Pour certains juges, ce qui ressort de ce livre, c'est que leur rôle est de rester dans les cours et de travailler et de décider sur les affaires qui les préoccupent. D'autres, ils conçoivent leur rôle de manière un peu plus active, de se mobiliser, de s'engager dans des formes de solidarité entre juges à travers les pays de l'Union européenne et au-delà, des formes de mobilisation avec des juges dans des États qui ne sont pas membres de l'Union européenne. C'est un travail qui nous a permis de voir la multitude de formes de résistance et la multitude de formes de mobilisation qui existent aujourd'hui. Mais la question et la vraie question qui existe, c'est quel est cet équilibre? Et je vais terminer par cet aspect. Quel est l'équilibre entre le pouvoir des institutions que nous appelons contre-majoritaires, comme les cours par exemple, des institutions qui ne sont pas élues, et le pouvoir politique? Et donc, ce qui est souvent souligné, en tout cas en sciences politiques, c'est que les institutions contre-majoritaires renforcent effectivement la démocratie et elles peuvent avoir un rôle important, bien évidemment, pour protéger les droits fondamentaux, les libertés et les processus démocratiques, mais elles peuvent en même temps avoir un effet négatif quand elles
elles contestent ou elles remettent en cause la légitimité des institutions. Et donc c'est cet équilibre qui est important et qui doit être préservé quand on fait référence et quand on pense en tout cas à la démocratie militante comme une solution pour les problèmes de la démocratie libérale aujourd'hui. Donc, c'est dans cet équilibre entre consensus et dissensus, mais aussi entre rupture et résistance, que je pense jouera l'avenir de la démocratie libérale dans les prochaines années. Je vous remercie pour votre attention et j'attends la session questions-réponses. Bien, merci beaucoup, chère Ramona Coman. Je vous propose de garder tout ce que Ramona Coman vient de nous dire dans un tiers de notre cerveau et de compléter avec les deux autres tiers qui vont suivre à l'instant. Donc maintenant, on a le plaisir d'accueillir Olivier Klein, professeur de psychologie sociale à l'Université libre de Bruxelles également, ainsi que à l'Université de Mons et co-directeur avec Philippe Bernard du CESUP, le Centre de psychologie sociale et culturelle. Et je signalerai aussi qu'il fait beaucoup d'activités de vulgarisation et de médiation scientifique, notamment un superbe podcast qui s'appelle Milgram de savoir, c'est un jeu de mots sur Stanley Milgram, celui qui a fait la fameuse expérience de Milgram sur l'obéissance, la résistance à l'autorité, et qui est disponible très facilement sur Internet. C'est une sorte de boîte à outils psychologiques pour comprendre toute une série de phénomènes sociaux et culturels. Ces thèmes de recherche donc s'inscrivent dans la psychologie sociale, qui est cette branche de la psychologie qui s'occupe des processus mentaux impliqués dans des interactions sociales et des comportements en société, donc distinct de la psychologie clinique et de la psychologie cognitive, entre autres, qui s'occupe plus de perception, par exemple, ou d'études des sensations. Il a travaillé sur beaucoup de sujets de psychologie sociale, notamment la mémoire collective, mais aussi l'objectification des humains, donc comment est-ce que se produit dans la tête la façon dont parfois on objectifie des êtres humains et évidemment les conséquences qui s'en suivent, et également les théories du complot, en particulier lors de la pandémie de Covid-19. Il a d'ailleurs tenu un journal de psychologie sociale de la pandémie sur son blog, qui s'appelle Nous et les autres, et qui contient énormément de ressources à ce sujet-là. Et je terminerai en disant qu'il s'intéresse aussi à des sujets méthodologiques, c'est important, on est avec des scientifiques, c'est-à-dire il a travaillé sur des questions de statistiques appliquées à la psychologie, et à apporter des contributions significatives à ce sujet-là. Et au niveau de ses publications qui sont très très nombreuses, je citerai juste un article dont peut-être il parlera, qui a été coécrit avec Jasper Van Hache et Alain Van Hiel de l'Université de Gand, et qui s'intitule « Faut-il craindre la polarisation politique en Belgique ?», qui est publié l'année dernière sur Espace de Liberté, qui est le magazine en ligne du Centre d'action laïque. Cher Olivier, c'est à vous. Je mets mon chronomètre pour être plus ou moins là dans les temps. Merci beaucoup Hugo pour cette présentation. Je suis vraiment très honoré d'être invité aujourd'hui et merci pour la préparation magnifique de cet événement. Alors peut-être que vous vous en souvenez, en février 2022, le convoi de la liberté, des centaines de véhicules dont les conducteurs étaient opposés aux mesures sanitaires anti-Covid déferlait à Bruxelles. Sur leur pancarte, « Nous ne sommes pas des complotistes ». Mais qu'est-ce qu'un complotiste au juste ? Je vous présente un cas historique. En 1927, lors des inondations du Mississippi, donc aux États-Unis, les autorités américaines ont délibérément dynamité des digues pour sauver les quartiers blancs et sacrifier les quartiers noirs à la Nouvelle-Orléans. Est-ce que c'était une théorie du complot de croire ça ? Ben non, en fait, c'est un fait historique avéré. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer un peu l'importance de cette distinction, mais peut-être de façon plus importante, je vais essayer de vous montrer que le complotisme, c'est pas une question d'intelligence, de rationalité, ou en tout cas pas uniquement, mais c'est une question de mémoire, d'identité, de confiance. Le complotisme, ça a longtemps été perçu comme un phénomène périphérique, à la marge. C'est plus le cas. Donc par exemple, ici, vous voyez une enquête que nous avons menée auprès d'un panel belge représentatif en termes d'âge et de niveau d'éducation. Nous avons demandé aux répondants ce qu'ils pensaient d'une affirmation bien complotiste. Le changement climatique est un canular orchestré par les climatologues. Eh bien, il y a seuls 61% des répondants qui exprimaient un
désaccord total avec cette affirmation un peu extrême. Et en fait, plus de 20% affirmaient soit avoir une opinion neutre, soit être plutôt d'accord avec cette affirmation. Dans la même enquête, une autre question évaluait l'accord avec la proposition « Les scientifiques travaillent ensemble pour dissimuler les dangers à propos des vaccins ». Et là aussi, on voit plus ou moins, enfin c'est encore plus inquiétant, on voit 40% d'opinions neutres ou d'accord. Le complotisme, c'est donc pas le fait d'un tout petit microcosme. La pandémie de Covid-19 a joué un rôle central dans la diffusion des théories du complot. Le climat d'incertitude, d'angoisse qui a régné, les mesures parfois quelque peu autoritaires qui l'ont accompagné, constituent évidemment un terreau fertile pour le complotisme. Celui-ci a d'ailleurs contribué à creuser les fractures qui, 5 ans plus tard, divisent encore notre société. Mais qu'est-ce qu'une théorie du complot? Telle est la question. Alors, il y a plein de définitions, mais j'aime bien celle-ci de mon collègue Kenzo Nera de l'ULB et de Céline Schopfer de l'Université de Genève. Il voit une théorie du complot comme une affirmation selon laquelle on ment à l'opinion publique à propos d'un aspect de la réalité afin de permettre à un ou plusieurs groupes de mettre en œuvre un agenda caché. Cette définition, elle permet bien de distinguer les théories du complot des complots avérés, qui sont bien une réalité historique, comme nous l'avons vu. Le complot ne devient une théorie du complot que lorsque le fameux « on » cherche à travestir la réalité pour que ce complot puisse être mis en œuvre. De ce point de vue, par exemple, la croyance en la Terre plate ou le révisionnisme de la Shoah, par exemple, constituent des théories du complot. Au-delà de la théorie du complot bien spécifique, on peut aussi isoler ce qu'on appelle la mentalité conspirationniste, qui reflète une tendance à percevoir des complots partout. Et donc vous voyez ici certaines des caractéristiques de cette mentalité conspirationniste. L'existence de celle-ci est étayée, d'un point de vue, je dirais, psychologique, par le fait que, si on fait des mesures psychométriques, rien ne prédit mieux l'adhésion à une théorie du complot que la croyance à une autre théorie du complot, même si elle n'a absolument aucun rapport. Mais justement, la question qui se pose, c'est qui sont ces fameux complotistes? De quel genre de personnes s'agit-il? Il est tentant de les décrire comme relevant soit du registre de la psychopathologie ou de l'irrationalité, fou ou stupide. De ce point de vue, le complotiste est une sorte d'alter ego inversé, d'image spéculaire de celui qui le désigne comme complotiste. Il y a plein de complotistes, donc je suis rationnel et sain d'esprit. Le complotiste, c'est l'autre. Ce point de vue devient plus problématique à la lumière d'une des observations les plus robustes dans la littérature sur le complotisme. Les complotistes, ce sont toujours, très souvent en tout cas, les perdants du système. Conspiracy theories are for losers, écrivent Yushchinsky et Parent dans leur ouvrage central. Ce sont les sans-pouvoir, les minorités ou ceux qui se sentent menacés dans leurs privilèges. Si l'on réduit le complotisme à un défaut d'esprit critique, on en vient vite à conclure de cette observation que les moins privilégiés et les plus menacés au sein d'une société sont aussi les plus idiots. Par exemple, aux États-Unis, le complotisme est plus présent chez les minorités ethniques. Dans nos propres données, notamment avec Camilla Arnal, qui a défendu sa thèse jeudi dernier, on constate que le complotisme n'est pas qu'un problème d'esprit critique. Or, si on voit le complotisme uniquement en termes d'esprit critique ou de manque d'éducation, par exemple, on cherche des solutions à ce problème dans une démarche assez paternaliste consistant à apprendre au groupe désavantagé à bien penser. Non seulement c'est éthiquement problématique, mais ça marche généralement pas. Enfin, c'est pas évident à faire marcher. Camilla a essayé. Pour vous convaincre des limites de cette vision du complotisme comme défaut de rationalité, nous allons retourner dans le Mississippi, ou plutôt en Louisiane. Souvenez-vous, en 2005, ceux qui étaient en tout cas suffisamment âgés pour s'en souvenir, des terribles inondations ont touché la Nouvelle-Orléans suite à l'ouragan Katrina, affectant tout particulièrement les quartiers habités par des Afro-Américains. À cette époque, évidemment, ont fleuri les théories du complot selon lesquelles les autorités blanches auraient dévié le flux de façon à ce que les quartiers blancs plus privilégiés soient épargnés.
des collègues américains ont examiné s'il existait des différences d'adhésion à ces théories du complot selon la race des répondants. Et donc, ils ont regardé ça. Hein, et en effet, c'était le cas. Les Afro-Américains avaient plus tendance à croire à ces théories du complot. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils étaient moins éduqués ou plus irrationnels? Alors, pour le savoir, ils leur ont fait passer un test mesurant leur connaissance historique à propos de l'histoire américaine. Et en effet, on constatait que, c'est les gens, il y avait une relation, mais pas celle qu'on croirait. C'est les gens qui connaissaient mieux l'histoire, qui croyaient plus aux théories du complot, pas ceux qui la connaissaient moins. Et ceux qui la connaissaient mieux, en l'occurrence, c'était les Afro-Américains. Parce que, en 1927, comme je vous l'ai dit, il y avait un précédent. C'est précisément ce qui s'était passé. Et d'ailleurs, c'est une des raisons de la migration de toute une partie de la population afro-américaine vers le nord des États-Unis. Donc si on croit aux théories du complot, c'est pas juste qu'on est dépourvu d'esprit critique, fou ou irrationnel, mais souvent parce que ça permet d'interpréter des événements contemporains à la lumière d'un récit collectif, d'un narratif qui fait sens de la position de notre communauté dans la société, bref, de notre identité sociale collective. Ceci nous amène à nous interroger sur la question de ce que ça veut dire de croire à une théorie du complot. S'agit-il de considérer ces théories comme des descriptions factuellement exactes et vérifiables? En fait, j'en suis pas sûr. À cet égard, les propos de Nesta Webster sont intéressants. Alors, qui est Nesta Webster? C'est une écrivaine britannique antisémite du début du XXe siècle. Et dans ses nombreux écrits, elle évoque le document complotiste le plus célèbre, les protocoles des sages de Sion, un faux qui décrit des supposées conspirations des élites juives pour contrôler le monde. Nesta Webster, en fait, si vous lisez cet extrait, affirme qu'elle sait bien que ces protocoles sont un faux. Mais en fait, ils sont quand même vrais. Ils expriment une vérité plus profonde. Même si c'est faux, c'est tellement vraisemblable que c'est plus vrai que nature. De ce point de vue, les théories du complot, c'est un peu comme un récit de fiction qui exprime une vérité d'un autre ordre que celle que révélerait une enquête policière ou scientifique. Je suis en train de lire pour le moment, ou de relire plutôt le roman de Philip Roth, Le complot contre l'Amérique, qui imagine ce qui se serait passé si l'aviateur Charles Lindbergh, donc un admirateur d'Hitler, avait gagné les élections de 1940 aux États-Unis. Même si ce texte a plus de 20 ans, je trouve qu'il raconte l'Amérique de Trump de façon tout aussi fidèle et parlante, et même plus que ne le permet la lecture journalière du New York Times. Une étude que nous avons menée pas plus tard que la semaine dernière, ou il y a peut-être 2 semaines, je ne sais plus, avec Paul Bertin et quelques collègues, montre de façon, je trouve, assez élégante le degré auquel le complotisme n'est pas qu'une question de croyance. Dans cette étude, les sujets étaient des internautes français, et dans une condition expérimentale définie aléatoirement, ils étaient confrontés aux propos d'un autre internaute qui soulignait la situation précaire de l'économie française. Donc, dans une seconde condition, d'autres sujets ne devaient pas lire ces propos. Les participants à notre étude avaient ensuite la possibilité de partager sur Facebook du contenu complotiste suggérant que le gouvernement allemand cherche à déstabiliser la France en secret. Qui avait plus tendance à partager ce type de contenu? Les Français qui se sentaient menacés, qui avaient été confrontés au discours négatif sur l'économie. C'est bien ce qu'on attendait, le complotisme, c'est une réponse à une menace identitaire. Mais est-ce que c'est parce qu'ils y croyaient? Alors certes, les menacés exprimaient plus d'adhésion à cette théorie du complot. Mais même en contrôlant statistiquement la croyance, eh bien, on avait toujours un effet de la menace. Donc ce que ça veut dire, c'est que c'est pas juste une question de croyance, il y a vraiment un désir de partager face à la menace. Dans une étude ultérieure, on a même présenté la théorie du complot sur le gouvernement allemand comme ayant fait l'objet d'un fact-checking qui établissait qu'elle était fausse, comme il y avait avant sur Facebook. En fait, ça ne changeait rien aux intentions de partager ce contenu.
En somme, si on diffuse des théories du complot sur les réseaux sociaux, c'est pas uniquement parce qu'on y croit, mais pour plein d'autres raisons, et notamment se créer et maintenir du lien social, renforcer notre identité fragilisée. Dès lors, vouloir les combattre avec une éducation à l'esprit critique, c'est insuffisant. Pour récapituler, on a donc vu 3 types de rapports à la théorie du complot. La croyance factuelle, la croyance, je dirais, narrative ou symbolique, comme Nesta Webster, et la croyance performative. On affirme sa croyance pour créer du lien, sans que cette croyance soit nécessairement factuelle. Ceci m'amène tout naturellement aux conséquences politiques du complotisme. Le complotisme est fortement lié au populisme, en ceci que tous deux tendent à opposer des élites, très souvent désignées comme les autres, et le peuple, nous. Le complotisme ajoute toutefois une couche de malveillance, en supposant que ces élites agissent en secret au détriment du peuple. Nous avons exploré ceci dans une étude aussi toute récente. Il y a plein d'études, là on a de la chance qui ont été conduites. On n'a même pas fait exprès pour la conférence. Donc, dans une étude très récente basée sur l'actualité. Évidemment, il y a plein d'événements d'actualité qui s'y prêtent. Par exemple, Trump a récemment déclaré que la prise de paracétamol pendant la grossesse pouvait causer de l'autisme chez les bébés. Cette position a été déclarée comme totalement infondée par la Société des obstétriciens et gynécologues américains. Aucune étude sérieuse ne montre cela. Alors, dans une étude qu'on a menée avec Yasemin Oulouchahin, Steve Reicher et Vincent Iserbit, nous avons demandé à un échantillon américain dans quelle mesure ils considéraient que Trump, d'une part, et les scientifiques, d'autre part, faisaient partie de l'élite, quelle que soit la façon dont on définit ce terme. C'est une question assez intéressante, car bien que milliardaire et président des USA, Trump s'est toujours présenté comme opposé aux élites. On constate un résultat intéressant. Plus les gens considèrent Trump comme faisant partie de l'élite, et donc comme hors de leur groupe, plus ils considèrent le paracétamol comme inoffensif. Inversement, et indépendamment de cela, plus ils considèrent les scientifiques comme faisant partie de l'élite, moins ils considèrent le paracétamol comme inoffensif. On voit donc, et les deux effets sont indépendants l'un de l'autre, donc on les contrôle tous les deux. On voit donc ici que l'adoption de comportements sanitaires, elle dépend de la façon dont on découpe notre espace social entre nous, le peuple, et les autres, les élites. On observait la même tendance par rapport à des théories du complot beaucoup plus claires, parce qu'ici le paracétamol, vous allez me dire, c'est pas une théorie du complot. Alors, la principale caractéristique du complotisme d'un point de vue politique est de remettre en cause les institutions démocratiques qui servent précisément à réguler les conflits entre des groupes opposés. Le Parlement, la justice, comme on l'a vu. Le complotisme ne laisse plus d'espace entre nous et eux. C'est pour cette raison que le complotisme est associé à une aspiration à la démocratie directe, par exemple, mais aussi à l'autoritarisme et à des formes de mobilisation disruptives en dehors des cadres légaux et souvent violentes. Les points communs entre toutes ces aspirations, bien qu'elles puissent sembler contradictoires, c'est qu'elles oblitèrent les espaces de dialogue qu'offrent les institutions démocratiques, en particulier le Parlement, la justice, etc. Vu que ces instances de dialogue sont considérées comme corrompues ou illégitimes, c'est la seule voie qui leur reste, et j'ai oublié d'avancer mes slides. Voilà. Donc, enfin, j'aimerais souligner que le complotisme, je vais peut-être mettre ça juste après, parce que vous allez lire en même temps, j'aimerais souligner que le complotisme n'est pas uniquement un phénomène qui vient du peuple, c'est pas juste un phénomène bottom-up, c'est aussi un outil de manipulation étatique qui est utilisé dans le contexte national, mais également international. Nous sommes tous familiers avec la désinformation russe, par exemple. Elle peut être utilisée pour attiser les conflits, comme par exemple ces robots russes qui diffusaient alternativement, le même robot ou compte Twitter qui diffusait sur Twitter du contenu pro ou anti-vaccination, alternativement, pendant la pandémie, juste pour augmenter le conflit et attiser le conflit dans les pays occidentaux. Mais un de ces effets les plus pervers, c'est de produire une forme d'apathie en détournant l'attention de véritables scandales, voire des vrais complots, qui devraient mobiliser la société, qui devraient susciter une véritable contestation. Et cette idée est magnifiquement exprimée par Hannah Arendt dans cet extrait que je vais lire à voix haute.
Elle écrivait dans les origines du totalitarisme, « Dans ce monde incompréhensible et en constante évolution, les masses en étaient arrivées au point où elles croyaient en même temps à tout et à rien. Elles pensaient que tout était possible et que rien n'était vrai. Les démagogues ont fondé leur propagande sur l'hypothèse psychologique correcte que dans de telles conditions, on pourrait faire croire aux gens les déclarations les plus fantastiques un jour et que si le lendemain on leur donnait une preuve irréfutable de la supercherie, ils se réfugieraient dans un cynisme sinistre. Au lieu de déserter les dirigeants qui leur avaient menti, ils rétorqueraient qu'ils savaient depuis le début que la déclaration était un mensonge et admiraient les dirigeants pour leur intelligence tactique supérieure. Tout était possible, mais rien n'était vrai. Alors on a essayé de tester cette idée dans une étude récente avec Myrto Pantazzi, Jade Bacchus et Jaïs Adam Troyan, en présentant une sorte de scandale fictif avec des fausses informations, etc. Et les résultats semblent aller dans ce sens. Le bruit informationnel crée une sorte d'apathie collective. Un des plus grands enjeux auxquels nous devons faire face dans cette ère où la désinformation, aidée aujourd'hui par la technologie, et notamment l'intelligence artificielle, c'est précisément de parvenir à échapper à ce nouvel habillage du totalitarisme. Je pense que je vais terminer là-dessus en soulignant quand même, et surtout que tout ce travail, je le dois à toute une série de collègues, dont vous trouverez certains ici, et que si vous voulez en savoir plus, je peux vous conseiller aussi des lectures, et notamment le livre de Kenzo Nera, Complotisme et quête identitaire, qui vraiment articule ce lien entre complotisme et identité. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Olivier. On va terminer ce trio d'interventions avec Géraldine Bosseret. Géraldine Bosseret est chercheuse à Sciensano. Alors, toute personne qui a vécu en Belgique entre 2020 et 2022 sait ce qu'est Sciensano. Donc, l'Institut fédéral de recherche en santé publique, et travaille à la direction générale. Elle est spécialiste en épidémiologie vétérinaire et en coordination de crise. Elle a été longtemps maîtresse de conférences à l'Université de Liège, dans la faculté de médecine vétérinaire. Elle a travaillé sur des sujets de neurobiologie moléculaire, donc elle a consacré sa thèse, mais aussi de coordination de crise et de techniques de secours, et maintenant de manière très intense aux zoonoses, certaines zoonoses, donc les maladies d'origine animale qui se transmettent entre autres aux humains, notamment la grippe aviaire, et ce qu'on appelle aujourd'hui le Mpox, qu'on appelait au début la variole du singe, donc on n'appelle plus comme cela. Ça, c'est pour les aspects empiriques. Et alors, sur le plan du cadre conceptuel, et là, c'est un petit teasing pour l'événement du 11 avril 2026 qui sera davantage consacrée à cette question avec la dimension écologique qui prendra plus d'importance. Elle travaille dans le concept du One Health. Alors c'est une idée très simple, c'est l'idée que la distinction entre la santé des organismes vivants, humains et non humains et l'environnement, cette distinction binaire, elle peut être remise en question dans la mesure où l'environnement c'est un concept relatif, c'est-à-dire que la mouche fait partie de l'environnement des êtres humains, mais nous, êtres humains, sommes partie de l'environnement de la mouche. Et donc à partir de là, être un environnement, c'est quoi? C'est simplement un certain état, un bon environnement, pardon, la préservation de l'environnement, c'est un certain bon état d'un ensemble de choses dans l'espace, dans la Terre. Et la bonne santé, c'est à peu près la même chose, mais à l'échelle d'un organisme. Du coup, on peut considérer qu'il peut y avoir une santé de l'environnement, au même titre qu'il peut y avoir une santé ou une bonne santé des organismes humains et non humains. Et quand vous faites l'intersection de ces trois santés, la santé de l'environnement, la santé des organismes humains et la santé des organismes non humains, vous avez ce qu'on appelle une One Health, une santé intégrée, une santé globale. Et c'est dans ce cadre-là que s'exercent les travaux de Géraldine Bosseret, à qui je laisse la parole maintenant. Merci. Alors, je vous remercie beaucoup d'avance. Donc, voilà comme... Super, merci. Je suis pas très grand. Mais comme Hugo vient de l'expliquer, effectivement, je travaille donc chez Sciensano dans le service Crisis Preparedness and Response, donc préparation et réponse à la crise. Et
moi, en tant que vétérinaire dans l'Institut de santé publique, effectivement, j'ai une casquette qui me permet de couvrir plusieurs domaines. Ici, vous allez voir que je vais vous emmener dans un monde totalement différent de ce qu'on a entendu ici. Donc, je sors vraiment de l'académique. Alors, les exposés de mes collègues étaient incroyables, franchement. Moi, je vais plus vous plonger dans un aspect pratique. C'est effectivement sur le terrain que je travaille le plus. Et j'aimerais bien justement illustrer un petit peu la notion de fracture d'un aspect plus terrain. En tant que vétérinaire, en plus, voilà, on est habitué, on dit de nous qu'on apprend à marcher dans la boue, et bon, je ne vous parle pas de certaines pratiques avec les vaches. Donc voilà, ici vous allez voir quelque chose de beaucoup moins académique, beaucoup plus orienté terrain, avec un gros focus sur le ressenti de la population durant, vous vous en doutez, la pandémie de SARS-CoV-2, donc de coronavirus Covid-19. Alors, fracture, évidemment, en tant que professionnel de la santé, je me dois de le définir un petit peu selon mon domaine. Et Ramona l'a déjà très très bien fait. La fracture, effectivement, on va penser d'un point de vue médical à un os cassé. Il y a plusieurs types de fractures, des plus simples, des plus compliquées, comme la fracture community où il y a plein de petits morceaux à recoller. Et moi, ce que j'aime bien comme définition, c'est qu'est-ce qu'une fracture? En fait, c'est la rupture, l'arrêt, le stop de la solution de continuité dans ce cas-ci, la surface d'un os. Donc, on a quelque chose de rectiligne, de continu, et la fracture, c'est clac, on casse. Et on va voir effectivement que la pandémie a eu cet effet de fracture. Cependant, on l'a tous vécu, on en a bouffé, on en a vu, on en a entendu. À un moment donné, on veut plus. Moi, j'aimerais bien un peu plus aller dans le sens de la réparation, la reconstruction, parce que, à l'instar d'une fracture osseuse, on va trouver des solutions pour réparer les bouts d'os discontinus et assurer à la personne qui a eu un membre cassé un retour à une vie normale, ou du moins le plus normal possible. Donc, très vite, parce que vous connaissez déjà tout ça, la pandémie SARS-CoV-2 a eu ceci de particulier qu'elle a impacté le monde entier et dans des proportions assez uniques. Ce qu'on peut dire avec le recul, notamment par rapport aux épidémies, je peux moins dire pour les guerres parce que c'est pas mon domaine, c'est que au même moment, exactement au même moment, l'entièreté des pays de la planète, peut-être plus le monde occidental que le monde plutôt du sud de l'Afrique, etc., a été confrontée à exactement le même risque, exactement les mêmes mesures et exactement les mêmes contraintes, avec aussi cette notion commune, je vais dire, d'aller dans l'inconnu. On ne sait pas ce qui se passe. En matière de fracture, c'est vraiment brutal. D'autant qu'on s'est aperçu que nos dirigeants, ils ne savaient pas non plus. On a vu nos dirigeants infectés, malades, etc. Donc, finalement, tout le monde s'est retrouvé exactement au même niveau et c'est une source d'angoisse parce qu'on ne sait pas se reposer sur quelqu'un qui peut nous aider. Moi qui viens du monde scientifique, je peux vous dire que nous étions aussi très très démunis et qu'on avait du mal à rassurer la population. Alors, oui, ça c'est une anecdote, c'est un jeu auquel je joue encore avec mes enfants qui s'appelle Plague Incorporation. Donc la peste, incorporation, et le but de ce jeu, c'est d'incarner un virus, de développer un virus qui va envahir le plus de pays possible, avoir le plus de dommages, de manière à éliminer la population belge. C'était un jeu. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, en février, il y a eu ce fait qui, pour moi, a été assez marquant, justement, du fait qu'on basculait dans une situation un petit peu hors de contrôle. C'est la mise en quarantaine du Diamond Princess, au large des côtes japonaises, où 3700 personnes se sont retrouvées confinées. C'était finalement le tout premier confinement. Moi, je me souviens, j'étais en Ouganda à l'époque, et je m'étais dit, ouais, ça me semble quand même loin de moi, je me tracasse pas trop. Néanmoins, ça s'est rapproché de nous avec les cas en Italie, où ça a été vraiment, il y a eu un pic épidémique assez impressionnant, et où des images, bon là j'ai pas pris la plus choquante, mais des images qui étaient un petit peu hors de ce qu'on peut imaginer de raisonnable, avec des hôpitaux de fortune, avec des cercueils qu'on ne pouvait pas enterrer à cause des mesures sanitaires, etc. Et donc, un petit vent de panique. Mais je me souviens encore à cette époque-là, on se disait, y compris dans le monde scientifique, certaines personnes, pas d'autres, ouais, non, c'est loin de nous. Par contre, d'autres personnes, parmi mes collègues, disaient, les gars, il faut réagir maintenant, parce que il y a quelque chose qui se passe, et il faut qu'on se prépare mieux à ce qui va nous arriver. En Belgique, en effet, ça nous a rattrapés assez vite. Et là, dans la presse, donc ça c'est une
c'est un article de Belga, où on voit maintenant ça devient vraiment sérieux, il y a des morts. Dès le moment où il y a des morts, c'est souvent à ce moment-là que la prise de conscience se réalise. Je parle de mon point de vue de scientifique et de spécialiste de la santé publique, pas en matière de psychologie ou de sciences politiques, etc. Donc ça, c'est mon point de vue que je vous donne. Effectivement, c'est à ce moment-là que l'alarme a été un petit peu plus sonnée. Et bien entendu, la presse, comme vous savez, s'en a emparée. Parfois, ça se limite à ce qu'on appelle une infodémie, donc c'est plutôt la presse qui fait du boucan pour attirer un peu la lecture de leur périodique, etc. Là, non, c'était réel. Et je me souviens très bien de cet article de La Libre, qui est quand même un journal fiable, qui dit, mais est-ce qu'on n'irait pas vers un lockdown total? Et en effet, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'imagine que oui, ce jour-là, la Belgique est confinée. La RTBF, bien sûr, le relaie. Et évidemment, à ce stade-ci, c'est ça que je trouve intéressant de partager avec vous, la population, un peu à l'instar de ce qu'on disait avec la théorie du complot et le partage des ressentis, etc., les réseaux sociaux, bien entendu, se sont déchaînés. Et j'ai reçu ça dans mon fil. Alors, moi, je suis beaucoup sur Facebook, je vous l'avoue, aussi parce que mes enfants y sont, donc c'est une manière de regarder un peu ce qu'ils font. Un message d'une connaissance qui disait « Ah, je viens d'avoir l'info, on va être confinés. L'armée va être là pour nous empêcher de... » Waouh, alarmiste d'un coup. Moi, j'avais pris la capture d'écran parce que je m'étais dit c'est quand même historique ce genre de choses-là. C'est quelque chose... Voilà, là, effectivement, s'il parle de l'armée, on sort du connu, on avance dans quelque chose d'un petit peu curieux. C'était la veille du confinement, le lendemain, paf, on apprend qu'on est confiné. Waouh, rupture, choc. Alors, évidemment... J'ai continué ma petite revue de littérature dans les réseaux sociaux. En réalité, j'avais pas vraiment le choix parce que confinée à la maison avec mes 3 enfants et tout qui s'était finalement arrêté, on a pas mal été consulter la presse, et la presse, je vais dire la presse du peuple. Et j'ai fait une petite revue de littérature comme ça que j'ai gardée dans mes archives, que j'ai retrouvée pour préparer l'exposé aujourd'hui. Et effectivement, il y a eu des réactions qui ont été assez violentes, moi je trouve. Des réactions, une sorte de forme de résistance, de « Ah, moi, je veux mourir le cul propre, j'aurai mon papier de toilette ». D'autres personnes qui vont aussi dire « Oh là là, je suis sûre que c'est une histoire de zombies, on est dans un film d'horreur, je dois m'armer à tout prix, au cas où on voudrait rentrer dans ma maison ». Et aux États-Unis, ça a quand même fait le tour de voir que les gens allaient davantage à l'armurerie que chez l'épicier. Ça, c'est des réactions qui sont plutôt violentes et négatives, hein. J'en ai pas plein à raconter, mais j'ai pas le temps, malheureusement. Il y a eu par contre d'autres réactions, et c'est là-dessus que j'ai envie d'insister un petit peu plus, hein, à l'instar justement de ce qu'on parlait avec lors du spectacle incroyable de Kintsugi. C'est une démarche positive, une démarche un petit peu qui va dans l'évolution ou l'adaptation. Et entre autres, voilà, Deleuze qui prend des mesures pour favoriser l'accès aux denrées alimentaires et non alimentaires essentielles aux personnes plus âgées. Je ne sais pas si ça a été respecté partout, mais l'initiative a quand même quelque chose de positif. C'est une ouverture. C'est plus les armes et le papier toilette, c'est... Voilà, là, il y a quelque chose... Écoutez les gars, on est confinés, ça se passe pas bien, mais je pense qu'il faut aider les personnes qui sont dans le besoin. Il y a aussi eu, je vais pas tout vous lire, hein, mais lors de la carence en masques dans les hôpitaux, il y a eu le Standard de Liège, par exemple, hein, je viens de Liège, en fait, c'est comme ça que je peux vous le dire, qui a fourni les masques dont ils n'avaient pas besoin aux hôpitaux qui en avaient besoin. Solidarité, aide et positif. Et enfin aussi, ça c'était dans la pharmacie de mon village, de la part des pharmaciens, donc à respecter les mesures édictées par le gouvernement. Bon, ok, maximum 3 personnes, mais si vous êtes dans votre voiture, vous n'êtes pas bien, appelez-nous, on arrive. Et le pharmacien sortait sur le trottoir pour aller discuter avec la personne dans sa voiture. Ça aussi, je trouve que c'est quelque chose de positif. Et ça, pour moi, c'est une reconstruction, une adaptation, hein, une tentative de rétablir la continuité dans la vie quotidienne, pour laquelle on n'avait finalement pas tellement d'indications, et je trouve ça assez positif. Et bien entendu, l'humour belge, hein, ça je pense que c'est quelque chose qui a supporté pas mal de gens. Moi, en ce qui me concerne, ça m'a aidé à gérer un petit peu les choses. Je vous laisse lire, et puis si vous voulez la présentation, je vous la passe après. Des habitudes quotidiennes se sont reconstruites avec ce qu'on avait. C'est-à-dire, par exemple, dans mon village, le glacier qui savait que les enfants, en plus il faisait beau à cette période-là, que les enfants auraient bien aimé avoir une glace au comptoir, c'était interdit. Terminé, on ne peut pas, Horeca, c'est mort. Par contre, la vente à l'emporter était autorisée. Moi, ça a été une
fameuse initiative positive pour moi, parce que pour occuper mes 3 enfants qui avaient tous moins de 12 ans, c'était les faire sortir, et par promenade, on les récompensait d'une boule de glace. 1 heure, une boule. Sans glacier, on pouvait plus le faire. Grâce au glacier du village, on a pu. Et on s'est retrouvés à déguster nos petits pots de glace en face de la maison communale, en petit groupe familial. Et il y avait d'autres petits groupes familiaux qui faisaient pareil. Donc ça aussi, c'était quelque chose d'assez positif. Un truc aussi, je pense, qui a évolué grandement dans cette période. Donc là, on est vraiment dans le premier confinement, hein, donc la toute première phase. Ça a été l'essor de la vente à l'emporter. Il n'y a plus de resto. On n'a peut-être pas tellement envie de cuisiner. Eh ben, les Pita Resto sont là. Et j'aime autant vous dire, pour en avoir discuté avec eux, les Pita Resto, ils ont vu leur chiffre d'affaires, allez, sky rising, allez, super haut. Ça, c'est le Pita Resto de mon village. Il roule en Porsche. Et il nous le dit. C'est le coronavirus qui m'a payé ma Porsche. Je veux bien le croire. Alors bien entendu, tout ce qui a été livraison à domicile, Amazon a fait son blé aussi, évidemment. Hein, et bon, un des grands allez, la livraison du pourvoi de trucs à domicile. Et bien sûr, le corollaire, les transporteurs, parce qu'avant DHL, UPS, c'était les plus gros. Maintenant, on en a plein. Il y a des PD, il y a la Poste elle-même qui a développé tout un système de distribution de colis hors des heures de travail. Pour une institution fédérale publique, c'est quand même pas mal comme évolution. Et toute cette espèce de shift, finalement, des métiers vers tout ce qui va être à distance. Et donc ça, je veux dire que dans la partie aiguë de la crise, c'était intéressant de voir ces adaptations, finalement, assez structurelles. Alors, je peux vous parler aussi la télémédecine, qui était balbutiante avant la pandémie, qui maintenant, je pense, commence à avoir pas mal d'émules. Donc, c'est en fait une consultation à distance par l'intermédiaire d'un ordinateur. Bien sûr, tous les outils de vidéoconférence, puisque on devait télétravailler, on n'avait pas le choix. Donc, il y a eu Zoom, il y a eu Webex, il y a eu MyMeeting, il y a eu Teams, il y a eu etc. Et là aussi, on a pu voir qu'ils nous proposaient de plus en plus de solutions pour travailler à l'aise à la maison. Et alors, de ce fait, justement, ça nous a permis aussi de gérer l'absence de contacts sociaux, qui a été quelque chose d'assez impactant pour la population, via les apéros Zoom. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire ça, mais nous, dans notre service, on se fixait le vendredi 15h30 pour se rassembler avec nous, c'est Webex, mais voilà, tous ensemble. On allumait nos caméras et on levait notre verre tous ensemble, santé. Et c'est quelque chose qui nous a permis, en fait, de garder le contact les uns avec les autres. Adaptation, reconstruction d'un réseau tout à fait différent du fait d'être coincé à la maison, mais reconstruction quand même. Alors, c'est un peu petit, je sais bien, mais si jamais je peux vous donner le truc, Pierre Kroll a aidé aussi un petit peu avec humour en disant tout ce qu'on peut faire en cas de coronavirus. Toute une liste, en fait, des adaptations qui ont été un petit peu faites par la population, et je trouve que c'est assez bien fait. Maintenant, j'aimerais bien aborder un deuxième aspect de l'adaptation, le rétablissement de la continuité en cas de crise, avec un délai. Là, on va se retrouver maintenant 1 an plus tard. Et mon institut, Sciensano, a réalisé, durant la pandémie, une série d'enquêtes de santé publique orientées coronavirus. C'est-à-dire qu'ils ont fait un questionnaire début avril, fin avril, en juin. Donc, premier confinement, sortie du premier confinement, septembre, où les cas ont commencé à réaugmenter, et décembre. Donc 5 enquêtes de santé dont l'objectif était d'évaluer la santé de la population, mais selon leur propre ressenti. Donc c'était vraiment une consultation publique qui permettait à la population de s'exprimer. Donc là, je vais pas vous assommer avec des graphes, enfin pas trop, et des statistiques, etc. Mais c'est une belle image du ressenti de la population dans une situation qui était, comme je vous l'ai dit, essentiellement basée sur l'inconnu. Et le premier graphe que je voudrais vous montrer, c'est celui-ci. Donc c'est l'évaluation en fait du niveau d'anxiété de la population et des signes de dépression ou d'aller vers un état dépressif. Vous pouvez voir que en avril 2020, donc 3 semaines après le début du premier confinement, le niveau d'anxiété et de dépression est beaucoup plus haut que ce qui avait été évalué 2 ans auparavant par la grande enquête de santé publique qui avait été faite par le même service en fait. Et puis vous voyez que ça décroît au moment où on déconfine. Et puis là, il y a une sorte de discrépance dans les 2 courbes, où on voit que l'anxiété remonte en septembre, tandis que le niveau plus lourd d'effets dépressifs continue à diminuer. Et puis, les 2 augmentent. Et ça s'explique, en fait, selon les commentaires des gens, c'est-à-dire qu'il y avait la possibilité de pouvoir répondre dans un carré blanc, donc donner ses impressions, exprimer ce qu'ils avaient, etc. Et les réponses des gens, en fait, on s'aperçoit que
la montée du niveau d'anxiété est corrélée avec la nouvelle augmentation de cas de corona. En septembre, rappelez-vous, ça a recommencé. Là, les gens ont commencé à être un peu, oh là là, mais il n'y a plus pas encore de mesures, on était encore libre. Et quand les mesures ont été remises en place, je pense que c'était en novembre, après les vacances de Toussaint, là, on voit qu'en fait, le niveau d'état dépressif où les gens sont pas bien, où ils ont pas d'énergie, où ils sont fébriles, etc., ça a remonté et c'est vraiment en parallèle avec la mise en place de nouvelles mesures. Et ce qui a été exprimé fort dans les commentaires de cette étude de santé, c'est qu'en fait, les gens n'étaient pas bien parce qu'ils avaient besoin d'espoir. Parce qu'on les replongeait de nouveau dans une situation inconnue vers laquelle on ne savait pas où on allait, alors qu'il y avait eu un relâchement finalement en été, et hop, on replonge dans ce truc. Mais pourquoi être confiné encore? C'est pas possible, on devrait savoir faire quelque chose. Et c'est ça qui a médié la remontée de ces pourcentages d'état dépressif et d'anxiété. Alors, quelque chose qui peut être un outil justement de reconstruction, d'aide, quand on est dans un état comme ça, c'est de prendre confiance en ceux qui pourraient nous aider. Donc, clairement, ce sont les gouvernements, ce sont les institutions scientifiques, et comme il s'agit d'un problème médical, des sociétés pharmaceutiques. C'est vraiment une question vraiment très importante, et je retrouve dans les exposés de mes collègues ici, justement, le fait de comment est-ce qu'on peut avoir confiance. Certains vont dire non, ils ne font que de la merde, etc., etc. Et les résultats de l'enquête de santé sont intéressants à certains points de vue, notamment, si vous voyez, donc les deux premières lignes concernent les gouvernements nationaux, enfin donc notre pays fédéral et les gouvernements régionaux. La confiance était au-delà de 50% lors du premier confinement, ce qui est pas top, mais c'est déjà ça. Et puis vous voyez que au moment où on est relâché dans la nature, ça diminue. Ah non, qu'est-ce qu'ils font le gouvernement? Mais quand on est reconfiné en décembre, l'état de confiance remonte. Et ça a été expliqué, toujours aussi par les commentaires des patients des personnes qui ont répondu, parce que le gouvernement, même si il était démuni, les gouvernements étaient transparents. Ils disaient oui, effectivement, on ne sait pas trop, on fait ce qu'on peut, on est en contact avec vous, etc. Il n'y a pas eu de poussière aux yeux. Il n'y a pas eu de, comme disait Olivier tout à l'heure, il n'y a pas eu de dissimulation ou de dire tout va bien. Non, il y a eu une vraie franchise. Et je pense que les fameux chiffres de Cienzano, pour lesquels on est connu maintenant, ont aidé à ça aussi, parce que c'est, voilà, la situation n'est pas bonne, mais on vous le dit. Par contre, vous voyez que les autorités locales ont eu un petit peu moins de vote de confiance. Bon, ça, je ne peux pas commenter plus que ça. De nouveau, je n'ai pas fort le temps. Par contre, ce qui est plutôt positif, c'est que la confiance envers les services de santé est restée haute tout le temps. Et je pense que les gens ont puisé beaucoup d'espoir là-dedans. En matière des institutions scientifiques, pareil, ça a baissé un peu au moment des chiffres, je pense, et puis ça a remonté. Donc pour nous, Cienzano, on était quand même content de voir qu'il y avait un certain climat de confiance à notre égard. Et l'industrie pharmaceutique, les questions ont été posées un petit peu plus tard. Là, par contre, vous voyez, la confiance était vraiment pas top au début, et puis elle a eu tendance à augmenter un petit peu. Et là, clairement, ça pointe sur la question des vaccins, bien entendu, parce que c'est à ce moment-là que les vaccins sont arrivés dans le paysage. Alors, avant de parler des vaccins, mais je vais être très courte là-dessus, je voulais vous montrer aussi certaines habitudes quotidiennes qui ont été modifiées par le corona et qui ont été finalement un peu inattendues. C'est-à-dire que, donc vous voyez ici, c'est le graphe sur la droite représente en fait les utilisateurs des réseaux sociaux. Et vous avez en vert normal ceux qui ont diminué leur utilisation, en vert foncé ceux qui n'ont pas changé, et en vert clair ceux qui ont augmenté leur utilisation. Ça a été fait donc par tranche d'âge. Et pour ce qui concerne ici les réseaux sociaux, vous pouvez voir que c'est attendu, évidemment, l'augmentation, il y a une augmentation visible de l'utilisation des réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'était pas seulement les jeunes, c'était aussi les gens de notre âge et les plus âgés. Donc il y a vraiment eu un shift de comportement durant la pandémie. Donc ça c'est global sur d'avril à décembre, où des habitudes se sont adaptées. Des gens qui disent les réseaux sociaux. En fait, non. Si, les réseaux sociaux, et j'en suis la preuve vivante, nous aidaient aussi à rester au contact avec la réalité. Il y a eu plusieurs questions, et je ne vais pas pouvoir vous les définir toutes, mais si vous voulez, cette enquête est sur le site de Cienzano. Elle est donc disponible au grand public et vous pouvez la consulter sans problème. La question a été posée, évidemment, pour les 4, on va dire, substances un peu qui vont aider au moral ou pas. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, en matière d'alcool,
globalement, la tendance a été une diminution de la consommation d'alcool. Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir que c'était beaucoup chez les jeunes, et là c'est logique, les jeunes ne sortaient plus en bal, en bar, etc. Par contre, elle a augmenté dans notre tranche d'âge, nous les parents, les actifs de la vie, et il semblerait que les apéros Zoom n'aient pas été totalement étrangers à cette situation. Quoi qu'il en soit, d'une manière globale, la consommation d'alcool, pour l'entièreté de la population, n'a pas augmenté en tant que telle. Le tabac bien, et apparemment c'est notre tranche d'âge aussi. Les drogues, donc il y avait 5% du panel de personnes interrogées qui ont affirmé et reconnu prendre de la drogue. Globalement, il y a eu aussi une diminution. Ça peut s'expliquer par le manque de disponibilité ou un changement aussi dans la vie quotidienne. Et enfin, par contre, ça c'était moins drôle comme résultat, tout ce qui est sédatif et anxiolytique a résolument augmenté, et ça en particulier dans la population des jeunes. Les jeunes ont été très 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 fort impactés par la crise, et ça s'est ressenti très très fort au travers de toute l'étude. Pour ce qui concerne l'utilisation d'Internet, des réseaux sociaux, des jeux vidéo, des jeux de hasard, la tendance était montante pour pratiquement tous les groupes de la population, en ce compris les plus âgés. Et enfin, ça c'est pas dans l'étude, j'ai mis pour moi, la pratique de la course à pied a grandement augmenté aussi. On l'a vu avec maintenant la pléthore d'événements qui se passent, parce qu'en fait c'est un sport que l'on peut faire tout seul, dans la nature, donc sans risque de contaminer personne, et pour des montants raisonnablement élevés. Alors, vaccination justement. Alors moi, je fais un parallèle avec ce que le professeur Klein a dit tout à l'heure. Pour la dernière enquête de santé, celle de décembre, la question a été posée. Qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de la vaccination? Est-ce que vous êtes d'accord de vous faire vacciner? Et surtout, pourquoi désirez-vous vous faire vacciner? Alors, je n'ai pas le pourcentage de personnes qui ont répondu « oui, je désire être vacciné ». De mémoire, je pense que c'était autour de 70-75%, quelque chose comme ça, donc quand même une bonne proportion de la population. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que 60% de cette proportion a dit je voudrais me faire vacciner, non pas pour me protéger de la maladie, non pas pour avoir une immunité de population, etc., mais pour retrouver une vie normale. Donc, rétablir cet effet de continuité, ce retour à ce qui était avant, réparer finalement le quotidien qui était démoli par ces deux confinements, cette pandémie. Et les 60%, en fait, je me suis aperçue que c'était un petit peu ce que Olivier disait tout à l'heure par rapport au degré d'acceptation de la vaccination, qu'il y avait 60% de gens qui sont plutôt favorables et 40% qui sont plus hésitants. Et le parallèle est intéressant. Alors bien sûr, l'humour nous a aidé aussi à surmonter ces épreuves, en particulier à Noël. Alors ça, vous tapez sur Google, vous en trouvez plein, vous en trouvez des milliers. Moi, je trouve ça très rigolo. J'aime beaucoup, ça allège un peu l'atmosphère. Et voilà, donc en fait ici, j'arrive à la troisième partie, qui est beaucoup plus petite, je vous rassure, de mon exposé ici, c'est de voir un petit peu où nous en sommes maintenant, 5 ans et demi après la pandémie, 5 ans et demi après le confinement, 5 ans et demi après cette grosse rupture, cette grosse fracture. Globalement, je pense qu'on peut dire qu'on est revenu à une vie raisonnablement normale. Il y a eu une enquête de Cienzano qui a été réalisée en 2022 et 2024 avec aussi plusieurs questionnaires visant spécifiquement à mesurer la santé mentale de la population. C'est aussi sur le site internet. Et on s'aperçoit qu'en fait, le niveau en 2022, septembre 2022, d'anxiété et d'état dépressif de la population a baissé d'à peu près 5%, mais reste haut. Il reste au-dessus de ce qui avait été mesuré en 2018. Alors, ça peut s'expliquer parce qu'on a été éprouvé par la pandémie, mais également parce qu'il y a eu d'autres événements. On ne nous a vraiment pas laissé tranquilles. Il y a eu la guerre en Ukraine, les différentes crises, etc., notamment la crise de l'énergie, et où finalement, on n'a pas encore eu le temps de vraiment se réparer de la pandémie, que clac, d'autres soucis arrivaient. Et donc, voilà, c'est un peu dire aussi, une fracture d'os, ben voilà, ça se répare avec un plâtre, une broche, une plaque. Une fracture sociétale comme celle qu'on a vécue, c'est beaucoup moins facile. Cependant, moi, c'est pour ça, c'est le message positif que j'ai quand même envie de mettre en avant. On est quand même parvenu, 5 ans après, à retrouver une vie sociale convenable avec les guinguettes, avec les événements sportifs de masse. Je vous disais que je faisais de la course à pied, donc celui-là, force, je l'aime bien. Les scouts, qui ont pu repartir en camp, qui ont pu faire des choses en communauté. Les réunions en présentiel avec les collègues,
les réunions de famille, etc. On a enfin pu se retrouver, on a enfin pu se voir à une distance raisonnable sans avoir les mesures de distanciation sociale, même si ça a pris du temps. Cependant, des petites choses sont restées quand même, un peu comme le cal sur la fracture. Par exemple, on trouve encore des distributeurs de liquide. C'est très anecdotique, ce que j'ai là. C'est vraiment des choses qui sont terrain, des trucs que j'ai observés autour de moi, notamment dans mon village. Et comme je viens de l'Ardenne, c'est un village profond. On retrouve encore des distributeurs de liquides hydroalcooliques, notamment dans les stations-service ou dans différents endroits où les gens vont manipuler du matériel en commun. Énormément de gens, je ne sais pas si c'est votre cas, ce serait intéressant de le savoir, quand ils toussent dans leur coude, ils toussent plus dans leurs mains. C'est aussi un phénomène on a intégré ça à notre vie quotidienne. Également, ça je l'ai vu chez des collègues, lorsqu'on a une maladie respiratoire, les gens vont plus volontiers mettre un masque, non pas pour se protéger eux, mais pour protéger les autres, ce qui est en fait une démarche altruiste, en fait, plutôt positive. Et puis bon, ça, c'est resté, tout ce qui est WebEx et outils de réunion à distance pour le télétravail, etc. Le télétravail est aussi devenu quelque chose de fort constitutif, heureusement, moi j'aime bien. Et aussi, ça, je me demande dans quelle mesure il serait pas intéressant de réaliser une étude à cet égard. Actuellement, par rapport à il y a 5 ans, me semble-t-il, ça c'est une perception personnelle de mère de famille, j'ai envie de dire, l'intelligence artificielle est partout. Mes enfants emploient ChatGPT pour tout et n'importe quoi, y compris pour vérifier les règles d'un jeu qui sont pourtant écrites en toutes lettres dans la boîte. C'est véridique, Ce qui était écrit en toutes lettres avait raison. ChatGPT avait tort. Mais pour faire comprendre à mes gosses que ChatGPT avait tort, je vous assure, ça n'a pas été simple. Et je me demande dans quelle mesure le shift qu'on a observé durant la pandémie d'une vie quotidienne, sociale, déplacée vers tout ce qui est virtuel, réseaux sociaux, Internet, etc., n'a pas accéléré l'accessibilité à l'intelligence artificielle auprès de la population. Moi, je peux vous dire, nous, notre institution, on est en retard. On est en train de se renseigner pour voir comment intégrer l'IA dans nos pratiques scientifiques à nous, parce que c'est partout. On est obligé de se mettre au niveau de ce qui se passe dans la population. Et là, il y a vous voyez, une inversion des choses. On a tendance à dire que ça va être plutôt ce qui est scientifique, technologique qui va arriver au grand public après. Là, c'est l'inverse qui se passe. Moi, je vois de mon point de vue, en tout cas. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'est une adaptation consécutive à la pandémie et qui mériterait d'être creusée plus en détail. Dernier petit mot, là, ça concerne directement mon job. Quelque chose aussi de très positif, c'est que depuis 2021-2022, énormément d'initiatives régionales, nationales, internationales sont en train d'émerger pour se préparer, pour être prêt pour le prochain risque en fait. Et vous pouvez voir ça, quand on parlait de One Health, à tous les niveaux. C'est pas seulement en santé publique, c'est aussi en santé animale, c'est aussi en santé de l'environnement, c'est aussi pour tout ce qui va toucher la faim dans le monde, etc. Avec notamment la FAO qui a mis en place des e-learning, donc à distance de preparedness, d'essayer de se préparer à anticiper un problème. Et enfin, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que même la linguistique a changé. Avant, on aurait eu, donc de mon expérience de coordinatrice de crise, on aurait eu tendance à dire on va anticiper une crise. Maintenant, on dit on va se préparer à la prochaine pandémie. Ça veut dire que c'est acquis qu'il y en aura une au boulot. Voilà, je vous remercie beaucoup et c'est tout. Merci. Le temps a filé. Merci beaucoup Géraldine, c'était palpitant et c'était passionnant et je pense qu'on a tous revécu une série de choses. Alors on pensait, je vous avais dit au début qu'on allait faire moment de discussion, mais en fait il a eu lieu d'une certaine façon et puis surtout il va avoir lieu maintenant puisque on va skipper la table ronde ici, mais on va en avoir une beaucoup plus grande juste en haut. Donc je vous invite tous et toutes à faire une deuxième transhumance, à remonter à la galerie des glaces où un buffet, des boissons vous seront servis et vous pourrez poser toutes vos questions aux intervenants. Merci à vous trois et bon appétit!